Proche-Orient, Israël refuse de signer aujourd'hui l'accord de cessez-le-feu avec l'Égypte et demande de nouvelles explications aux États-Unis. Cet accord pourrait être signé demain. La grève des marchands de fruits et légumes se poursuit. Demain, fermeture des crèmeries et l'on s'attend à de nouvelles difficultés d'approvisionnement la semaine prochaine, avant la grève générale de jeudi. À Bruxelles, les ministres des Finances du marché commun lancent un appel à la lutte contre l'inflation. Des mesures concrètes doivent être prises le 3 décembre, date de leur prochaine réunion. En fin de ce journal, notre magazine sera consacré à la philatélie avec Jacqueline Cora, qui répondra à deux questions. Pourquoi s'intéresse-t-on au timbre et qui sont les philatélistes? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. On s'attendait pour cet après-midi, 5 semaines exactement après le début de la guerre du Kippour, à la signature de l'accord conclu entre l'Égypte et Israël sur la consolidation du cessez-le-feu. Mais les généraux égyptiens et israéliens ne se rencontreront pas au kilomètre 102 sur la route Le Caire-Suez. Le gouvernement de Tel Aviv paraît être revenu sur son acceptation alors que M. Abba-Eban l'avait annoncé. Il demande en effet des éclaircissements aux États-Unis, tout en affirmant, notons-le, qu'il est en principe toujours disposé à signer cet accord. Il s'agit maintenant de savoir si par le biais de ces éclaircissements, sur lesquels on n'a pas de précision, Israël ne voudrait pas obtenir de nouvelles concessions de la part de l'Égypte. Cela pourrait naturellement remettre en cause le compromis que M. Kissinger avait mis au point. Le porte-parole des Nations Unies au Caire vient d'annoncer que l'accord israélo-égyptien pourrait être signé demain après-midi, mais cette nouvelle n'est pas encore confirmée ni à Tel Aviv ni au Caire. C'est après une réunion de 4 heures hier soir que le gouvernement de Mme Golda Meir a décidé de différer la signature de l'accord en 6 points. Motif de cette décision, aucune précision officielle, mais on peut penser que les dirigeants israéliens ont d'abord voulu manifester leur irritation. N'ont-ils pas eu l'impression que Washington leur a forcé la main en publiant hâtivement le texte de l'accord et annoncé qu'il avait été accepté par Jérusalem? Irritation aussi car le texte publié par le Caire est différent de celui donné par Washington. Et puis, les Israéliens contestent certains des 6 points de l'accord. Retrait des troupes sur les lignes du 22 octobre, par exemple. Israël affirme que cette clause ne figurait pas dans le texte original qui lui avait été soumis. Autre point, à la formule « les officiers israéliens peuvent participer avec les Nations Unies à la supervision du ravitaillement de la 3e armée égyptienne », Jérusalem veut substituer une formule plus catégorique. Les officiers israéliens participeront au lieu de « peuvent participer ». Le problème de Bab el-Mandeb, enfin, reste entier. M. Abba-Eban avait lié l'acceptation de l'accord par Israël à la levée du blocus de Bab el-Mandeb. Or, il n'en est pas question dans le texte en 6 points. Difficulté de dernière heure donc, mais elle ne semble pas insurmontable, et à défaut d'être signé aujourd'hui comme prévu, cet accord entre Israël et l'Égypte le sera probablement demain ou dans les jours qui suivront. Monsieur le ministre, que pensez-vous, vous et le gouvernement du chancelier Brandt, des perspectives de paix qui s'ouvrent au Proche-Orient? J'espère qu'avec le début des négociations sur l'établissement d'un cessez-le-feu, s'ouvrira en même temps la voie menant à une paix durable. Car au Proche-Orient, nous avons besoin d'une paix qui soit la garantie de vivre en sécurité pour tous les pays de la région. Je ne suis pas pessimiste, on pourra atteindre ce but, mais cela exigera de grands efforts de la part des pays directement concernés, mais aussi de la part des autres pays qui peuvent jouer un rôle dans la recherche de la paix. C'est également la crise du Proche-Orient qui a largement justifié la perspective de la réunion de Copenhague, la réunion au sommet entre les 9. Le président Pompidou a proposé cette conférence dans la situation précise que nous vivons, dans un but précis de réunion donc. Il y a ajouté la proposition de tenir régulièrement de telles conférences dans l'avenir. Mais cette fois-ci, les chefs de gouvernement se préoccuperont des problèmes mondiaux de l'heure, parmi ceux-ci, bien sûr, le Proche-Orient en premier lieu, et la discussion sur le rôle que l'Europe peut jouer à l'heure actuelle. Der heutigen Zeit spielen sollte und der Rolle, die es gespielt hat.
La hausse des prix est un virus international, toute la communauté est touchée, les neufs ont donc décidé de chercher ensemble des solutions. Cette riposte, mise en chantier hier, devra produire ses effets avant le 31 mars prochain. C'est un vaste catalogue anti-hausse présenté par Valéry Giscard d'Estaing que les neufs ont adopté à l'unanimité. Ce catalogue va maintenant être étudié à fond par la Commission de Bruxelles avant d'être examiné de nouveau et dans le détail par les ministres des Finances les 3 et 4 décembre prochains. 6 mesures sont envisagées. En matière budgétaire, la date du paiement des impôts pourrait être anticipée. En matière monétaire, le crédit sera peut-être encore resserré dans la communauté. Le reste du plan concerne l'épargne, l'amélioration de l'information mutuelle sur les augmentations de prix, l'ouverture plus large des frontières de la communauté à certains produits de grande consommation, enfin, l'examen d'une action concertée en matière de revenus. Et le plus important est sans doute que ces mesures seraient prises simultanément. L'accord réalisé hier présente 3 avantages. D'abord, c'est la première fois que l'Europe semble prête à prendre en commun le taureau par les cornes pour combattre l'inflation. Ensuite, cette coordination va sans doute relancer la construction économique et monétaire de la communauté. Enfin, un consensus général sur des propositions détaillées constituerait un véritable tremplin pour le sommet des 9 chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra à Copenhague à la mi-décembre. Rideau toujours baissé, en effet, ou stand déserté chez les détaillants en fruits et légumes dans la région parisienne. Toutefois, les rayons des grandes surfaces restaient achalandés. La grève est moins suivie en province où cependant des stocks furent parfois détruits ou même distribués gratuitement. 1 million de nos francs actuels, c'est à ce chiffre que leur fédération nationale estime déjà les pertes des producteurs. Au ventre de Rungis, selon le syndicat des grossistes, la situation risque de devenir très critique. Sur 8000 tonnes de marchandises évaluées à 2 milliards, près des 2 tiers seraient menacés à terme. Enfin, les ménagères doivent savoir que demain, dimanche, les crèmeries et laiteries seront à leur tour fermées, même sur les marchés. À Sarrebourg, devant des enseignants, une nouvelle fois, M. Mesmer fait des réserves sur les mathématiques modernes. Je n'appartiens ni aux partisans ni aux détracteurs acharnés, mais il y a eu des excès de vocabulaire. Pour permettre à certains élèves de s'orienter plus tard vers les sciences physiques, il est indispensable de faire accompagner l'enseignement des mathématiques modernes par celui des mathématiques dites classiques. Assemblée nationale, 2 budgets adoptés hier par les députés. Le budget des affaires culturelles et celui des anciens combattants. Affaires culturelles, M. Druon annonce un effort en faveur des musées de province. Anciens combattants, augmentation des pensions des veuves de guerre âgées de plus de 60 ans. Conséquence de la crise du pétrole, la compagnie Air France propose des mesures d'économie concertées avec d'autres compagnies. Elles porteraient essentiellement sur une réduction de la vitesse. Une mesure immédiate, Air France vient d'annuler l'escale de Montréal sur le vol Paris-Los Angeles, ainsi qu'un de ses vols de nuit sur Chicago et un vol cargo. Monsieur Jean-Jacques Savant-Schreiber, président du Parti radical, vient d'annoncer qu'il ne sera pas candidat à la présidence du Parti radical au congrès qui aura lieu à la fin du mois de novembre. Monsieur Savant-Schreiber explique notamment qu'il ne peut ni s'entendre avec l'Union de la gauche, ni s'incorporer à la majorité. Pour la première fois, une entreprise accepte de faire le bilan d'une nouvelle expérience, l'après-retraite. Pour les employés comme pour la direction, cette expérience est un succès. Un succès important. D'abord parce qu'il concerne une entreprise qui peut servir de test à d'autres entreprises. Près de 1000 salariés y travaillent. Ensuite parce que l'après-retraite concerne ou concernera un jour chacun de nous. Éviter l'arrêt brutal de l'activité, un arrêt souvent difficile, parfois même dramatique. On a l'impression d'être exclu d'une partie d'abord de l'activité, bien sûr, et puis en plus on a l'impression d'être exclu de la maison. Le problème de la retraite est de sensibiliser les gens sur le fait que ce n'est pas la fin d'une vie, mais une autre vie qui recommence avec des possibilités nouvelles qui sont différentes, bien sûr, de celles qui sont permises à des adultes de 30 ou 35 ans, mais il existe encore une foule de choses que l'on peut faire à 65 ans. Le principe de l'après-retraite, diminuer progressivement le temps de travail dès l'âge de 60 ans.
Dans cette entreprise située à Annecy, les salariés reçoivent dès cet âge et chaque année des semaines supplémentaires de vacances. Un détail important, le salaire n'est pas modifié. Première conséquence de l'expérience, une nette amélioration de la santé des bénéficiaires. Les absences pour raison de santé ont été pratiquement nulles l'année dernière, alors qu'auparavant et pour cette même tranche d'âge, on a compté plus d'un absent pour 10 salariés. Deuxième conséquence, un meilleur moral. On n'a pas l'impression d'éviction totale d'un seul coup. Comme ça se passe là chez nous, c'est du tonnerre, parce qu'on se met progressivement dans le bain. Et ma foi, je trouve que c'est... Je suis pas contre la retraite à 60 ans, mais enfin, je trouve que là, on s'y met tout doucement, on n'est pas... C'est pas brutal. Qu'est-ce que vous pensez faire de vos journées? Ben, vous savez, là-dessus, je me fais pas trop de soucis. Je passe toujours mon temps. On peut aller aux champignons dans notre région, on peut aller à la pêche. Il y a la pétanque, et puis quand il fait froid, il y a la belote, avec les copains. La petite fondue en hiver, tout ça, enfin oui. La direction est également satisfaite de l'expérience. Le PDG y voit un progrès dans la qualité des conditions de travail de son entreprise. Les collectivités du type la collectivité du quartier et la collectivité de la paroisse sont en train de disparaître, ou sinon elles ont disparu. Et par contre, on voit la collectivité du travail se renforcer, avoir une âme, si vous voulez. Et je crois qu'une opération de ce genre, qui avec son caractère d'originalité, a permis de renforcer, si vous voulez, les caractéristiques, les structures de cette collectivité que nous sommes. Reste un problème, le problème financier. Jusqu'à 65 ans, vous réduisez donc d'une part l'activité professionnelle de l'individu, mais vous continuez à lui verser un revenu, le même revenu. Est-ce que ce n'est pas une charge sociale pour l'entreprise? Disons que c'est une certaine charge qui est acceptable dans la mesure où la pyramide d'âge de l'entreprise est suffisamment étalée, suffisamment équilibrée pour que nous n'ayons pas plus de 5 à 6% de l'effectif concerné au même moment. La pré-retraite existe déjà dans d'autres entreprises, mais le plus souvent sous d'autres formes. Ici, un accord salarial prévoit le départ à la retraite avant l'âge légal, 65 ans. Là, un mi-temps est accordé à partir de 64 ans. En fait, de telles expériences se multiplient depuis quelques années. En avril dernier, à l'Assemblée nationale, M. Messmer s'était déclaré pour ces expériences. Il leur avait d'ailleurs donné un nom, la retraite à la carte. Tout est prêt, ou presque, pour le mariage de l'année, celui de la princesse Anne avec le capitaine Mark Phillips. La pièce montée de 65 kilos vient d'être terminée. Et hier soir, la princesse et son fiancé ont dansé jusqu'à 2 h du matin, après un dîner offert en leur honneur par les officiers des dragons de la garde de la reine. On précise à Londres que le futur beau-père de la princesse Anne n'est pas un marchand de saucisses. Il est dans une entreprise de produits alimentaires spécialisée dans la charcuterie. Il est directeur du département de la chair à saucisse. C'est-à-dire que c'est tout à fait différent. Il achète les bêtes sur pied, ce qui est naturellement beaucoup mieux que d'être fabricant de hot-dogs. 500 millions de téléspectateurs pourront suivre ce mariage en direct, mieux encore que s'ils y étaient invités. Nous commençons aujourd'hui la diffusion de reportages de nos correspondants à Londres sur l'atmosphère en Grande-Bretagne avant cette importante cérémonie. Depuis l'annonce officielle des fiançailles princières, Great Somerfold, le petit village où a été élevé Mark Phillips, vit dans l'effervescence. Le ton a été donné par les parents Phillips qui, 3 jours durant, ont ouvert les portes de leur maison aux visiteurs. Non, les visiteurs ne me gênent pas du tout. Ils paient leurs 50 pence pour réparer l'église. Jamais une telle occasion de collecte de l'argent pour l'église ne se retrouvera. Et puis tous ces gens-là sont très gentils. Ils ont été 6 000 à venir en 3 jours de tous les coins du royaume. Grâce à eux, les orgues de l'église seront restaurées. Malheureusement, elles ne seront pas prêtes mercredi. En revanche, les 4 cloches des 16e et 17e siècles pourront pendant 1 heure carillonner. Ensuite, on réparera la charpente du clocher. Tout cela grâce à l'amour d'une princesse pour un fringant cavalier. Êtes-vous fier de votre fils? Oui.
Êtes-vous nerveux à l'approche du mariage? Non, je suis même très heureux. Eddy Merckx contre-attaque, il ne parle plus aujourd'hui d'abandonner la compétition. Le coureur belge met en cause le système du contrôle antidopage, il demande la révision de la liste des médicaments interdits. Une commission va être constituée et Merckx, qui se dit innocent, organisera avec son avocat une conférence de presse. Reprise du championnat de France de football après les Coupes d'Europe et un match retient surtout l'attention, celui qui opposera ce soir Reims à Lens, le leader. Reims vient de remporter 4 victoires et il a fait match nul à Lyon 4-4, il sera favori. Saint-Étienne accueille Nancy, Nice avec Molitor joue à Strasbourg, Nantes reçoit Lyon. Premier test sérieux enfin pour Berck ce soir en basket, invaincu après 5 matchs de championnat, l'équipe de Pierre Gall sera en péril devant la chorale de Roanne. Rude combat de rentrée pour Jacques Keschichian, champion d'Europe, à gauche sur votre écran, face à l'Italien Tiberia, très enveloppé. Mais d'entrée, la surprise. En effet, à la sortie d'un contre, Jacques Keschichian va se faire cueillir, suivez bien l'action. Et l'arbitre, M. Brunet, va compter 8. Keschichian titube. Il va gagner un peu de récupération, là, il en avait besoin. Mais dès lors, le combat, à la suite de cet incident de première minute, va changer, on peut le dire, du tout au tout. En effet, ce fut un véritable combat de rue. Sans arrêt, Keschichian est sur son adversaire, mais Tiberia possède l'art d'esquiver, vraiment sur le bout du gant. Keschichian fera un combat très courageux, il recevra la décision, de très peu certes, mais on peut dire quand même, sur le vu du combat, qu'il avait fait le maximum. Mais on a eu très peur pour la suite de la carrière de Jacques Keschichian, du moins en ce qui concerne l'accession vers le titre mondial. Aujourd'hui même paraissent 2 nouveaux timbres français. L'un commémore le 50e anniversaire de la flamme sous l'Arc de Triomphe et est mis en vente anticipée à l'Hôtel de Ville de Paris. L'autre représente le sacre de Napoléon. Il est mis en vente premier jour au 27e Salon philatélique d'automne où se tient également une exposition sur le même thème napoléonien, d'où présentation de vignettes postales émises un peu partout dans le monde sur la vie et l'œuvre de Napoléon. Sont aussi exposés des documents de l'époque, des lettres parfois joliment ornées comme ces lettres cantinières, des marques postales civiles, militaires ou de franchise employées sous le règne napoléonien, puisque chacun sait que le timbre-poste ne vit le jour en France qu'en janvier 1849 avec le 20 centimes noir Cérès. Au Salon philatélique d'automne est décerné le Grand Prix de l'art philatélique, attribué aux plus beaux timbres émis par notre administration postale au cours de l'année. Un jury vient de désigner le timbre Les Cigognes, dessiné et gravé par Robert Camus, Grand Prix 1973. À cette manifestation, le ministre des PTT a coutume de se rendre pour y révéler le programme philatélique de l'année suivante. Monsieur le ministre, j'aimerais que vous répondiez à la curiosité de très nombreux téléspectateurs qui se demandent précisément comment votre administration procède au choix des timbres en vue de ce programme philatélique. Procéder au choix, oui, c'est bien le mot, parce que nous sommes dans ce domaine-là, vous le savez, extrêmement sollicités. Je reçois énormément de demandes. 400 demandes, par exemple, me parviennent par an. 40 timbres sont retenus. De particuliers, d'organisations? De particuliers, d'associations, d'amicales, qu'elles se situent à la fois sur le plan patriotique, géographique, artistique, littéraire, enfin bref, tous les domaines. Alors, il faut choisir. Il faut choisir. Et évidemment, il y a peu d'élus, puisque 400 demandes, 40 grosso modo retenues. Et nous faisons évidemment 40 heureux et puis 360 malheureux dans cette affaire. Alors comment tout cela a été choisi? Eh bien, nous avons une commission. Et cette commission n'est pas une commission purement administrative. Nous y associons à la fois le monde de la philatélie, les artistes, les gens bien sûr de mon administration,
Bref, nous avons là une commission très large qui me fait, dans ce domaine-là, elle-même, un premier travail de débroussaillage, si vous voulez, avant que je ne prenne moi-même les décisions. Monsieur le ministre, quelles sont les circonstances qui décident du retrait d'un timbre? Elles sont de deux natures différentes. Il y a d'abord les timbres qui servent à l'exploitation courante, à l'affranchissement, ce que j'appellerais presque le timbre industriel, si vous voulez. Eh bien, disons qu'à chaque fois que nous changeons de valeur de timbre, nous sommes amenés à écarter totalement le timbre qui a été utilisé jusqu'à présent. Ça, c'est un premier point bien fait. Alors, en ce qui concerne les autres timbres auxquels nous avons fait allusion à travers le programme dont je vous ai donné le détail, ceux-ci sont bien évidemment n'ont qu'une valeur très, philatélique très limitée dans le temps. Quand on vient consacrer un événement, pas tout au long de l'année, c'est en fonction de l'actualité évidemment que nous réagissons. Mais ce que je veux dire, il arrive qu'au bout de 6 mois, par exemple, nous les retirions de la circulation. Cela ne veut pas dire que, pour autant, ceux qui possèdent des timbres de telle nature ne peuvent pas s'en servir comme valeur d'affranchissement. Bien au contraire, elles la conservent, cette valeur. C'est très important, car les gens l'ignorent. Alors, ensuite, ces timbres retirés de la circulation sont rassemblés, contrôlés, bien sûr. Nous avons une commission qui regarde cela de très près, et ensuite brûlés. Ils sont détruits, par conséquent. Ils sont détruits. Monsieur le ministre, que représente en conclusion la philatélie pour vous? D'abord, en tant que ministre, je suis très heureux de voir ce courant se propager parce qu'elle est source pour moi de recettes particulières. C'est un souci premier, mais au-delà de cela, j'y vois un rôle particulièrement important sur le plan de l'éducation, de la formation artistique. Nous travaillons, je dirais, à l'éducation générale par ce biais. Mais ce que nous voulons aussi, c'est donner une touche artistique particulière, nouvelle. À la fois être formateur et accompagner aussi l'évolution de l'art de notre temps. Un timbre-poste reflète les tendances artistiques d'un pays. Il peut être de facture et d'inspiration diverses. Les créateurs de timbres-poste exercent un art très particulier. Le dessinateur ayant terminé sa maquette, le graveur, qui est souvent le même artiste, se met en devoir de graver son poinçon sur acier doux. Le procédé le plus utilisé en France est la taille douce. Une fois terminé, le poinçon est remis à l'atelier du timbre, qui se trouve à Périgueux. Là, à partir de ce poinçon, un cylindre d'impression sera confectionné et la rotative n'aura plus qu'à se mettre en route. De l'atelier du timbre sortiront quelques 300 millions d'exemplaires de timbres des séries courantes par mois. La carrière du nouveau timbre est désormais entre les mains du public. Parmi les usagers, il en est qui ne le considèrent pas sous le seul angle utilitaire, ce sont les philatélistes. Combien existe-t-il de passionnés du timbre en France? Plus de 3 millions, d'après un récent sondage de l'IFOP. Ils se retrouvent dans des amicales et sociétés. Ces clubs sont affiliés à une fédération nationale qui groupe près de 500 associations. La fédération nationale adhère elle-même à une fédération internationale dont font partie plus de 80 pays. Les philatélistes ont leur marché au timbre à Paris et en province. Qui d'entre vous ne s'est arrêté un jour à regarder, non loin du rond-point des Champs-Élysées, au Carré Marigny, ces fervents du timbre, essayant de combler les vides de leurs pages d'albums en échangeant ou achetant leurs dernières trouvailles? À Nice, la douceur du climat permet à la fois de faire un bon Chopin tout en se dorant au soleil. Les philatélistes possèdent aussi, dans les grandes villes, leur quartier au commerce spécialisé. Leur presse, 5 journaux en France, 60 aux États-Unis. Ils ont une académie où s'assemblent 40 érudits dont les travaux en matière d'histoire postale et de philatélie font autorité. Il existe enfin un musée postal. La nouvelle maison de la Poste et de la philatélie ouvrira ses portes à Paris le 18 décembre prochain, mettant à la disposition des amateurs ses archives précieuses et sa bibliothèque spécialisée. Enfin, les philatélistes confrontent le fruit de leurs recherches et de leurs études en des expositions locales, régionales, départementales, nationales et internationales.
C'est ainsi que Paris sera, en juin 1975, comme l'a annoncé le ministre des PTT, le centre mondial de la philatélie. Qui sont ces collectionneurs? Ils se recrutent dans toutes les classes de la société parce que ce hobby, éminemment populaire, est à la portée de toutes les bourses. Certes, il existe des raretés qui valent des fortunes. Le bloc de 4 du 1 franc Vervel. 40 000. 41 000. 42 000. 500. 500. 43 000. 500. 500. 50 000. 500. 51 000. 52 000. 55 000. 55 000. Vous dites 56. 56 000. 58 000. 58 000. Personne devant moi, pas à droite. On ne couvre l'enchère de 58 000. C'est vu? Plus là. On ose. 60 000. 61 000. 62 000. 62 000, pas à gauche, personne en avant ni à droite. On renonce à 62 000. J'adjuge. Pourtant, que l'on se rassure, on peut constituer une collection intéressante avec des moyens très modestes, à condition de s'initier. La philatélie, en effet, est une science. Pour en profiter pleinement, il faut apprendre à reconnaître une émission, une surcharge, l'intérêt d'une oblitération, à déceler une réparation, un regommage, un faux. Ici, il se reconnaît dans la différence de dentelure. Il faut aussi être curieux, non seulement de l'histoire du timbre, mais de la grande histoire qui lui est liée. Le timbre-poste peut être quelquefois un objet de placement heureux, mais tout comme l'amateur d'art, le philatéliste est d'abord sensible à la valeur esthétique de ce petit bout de papier qui peut être, en langage d'initié, une pièce de luxe, de cette vignette postale qui, il y a 133 ans, pour permettre l'unification des tarifs postaux, naquit en Angleterre. Il me reste deux nouvelles à vous rappeler. Tout d'abord que d'après le chef des Nations Unies, des forces des Nations Unies au Caire, l'accord de consolidation du cessez-le-feu devait être signé demain entre Israël et l'Égypte, demain vers 13 h. On sait que cet accord devait être signé aujourd'hui. La date de la signature a été reportée de 24 heures à la suite d'une demande des autorités israéliennes. Deuxième nouvelle, M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, actuel président du Parti radical, a précisé qu'il ne sera pas candidat à nouveau à la présidence du Parti radical au congrès qui aura lieu à la fin de ce mois-ci. Le député de Nancy a annoncé sa décision dans une lettre qu'il vient d'adresser au président de la Fédération du Nord du Parti radical. Ce journal est terminé. Prochaines informations à 19 h 45. Je vous souhaite de passer une excellente après-midi. Au revoir.